businessman américain. Grâce à lui et quelques autres, l'Amérique est en train de devenir le plus grand producteur automobile du monde. Pourtant, cet homme qui adore les pique-niques et qui a la nostalgie du temps des pionniers est un pur produit de l'Amérique agricole et puritaine du 19e siècle. Sous des dehors timides, il est dur, orgueilleux, autoritaire. Un père et un patron despotique. La personne qu'il admire le plus, c'est son ancien patron, Thomas Edison, l'homme qui a inventé le phonographe, l'ampoule électrique et mille autres choses, et qui maintenant se repose sur ses lauriers. Peut-être Ford admire-t-il en lui l'inventeur génial qu'il aurait rêvé d'être. Son autre ami inséparable, c'est Burroughs, qui a mis au point la première machine à calculer. Voilà la génération qui est en train de façonner l'Amérique moderne. Ce fils de fermier irlandais a créé un empire et une dynastie. Son petit-fils, élevé comme un prince, lui a succédé sous le nom de Henri II. Was he conscious that he was making history, or do you think he was just doing his business? I doubt it. Although I should say I don't really know, but I doubt it. No, I don't think so. I think he just thought that this was I think he was very interested in trying to build the cheapest kind of transportation so that the most number of people could buy an automobile, as opposed to most other manufacturers in the early days who were, more interested in building a so-called luxury car for the rich people, because there was no sort of middle area at all, as I read the history. It was the rich up here and the poor down here, nothing in the middle. But he wanted to make a car for the lowest possible cost so he could sell it for the lowest possible price. And I suppose this was one of the ways he felt that he could cut the cost of production. Le trait de génie de Ford, c'est la chaîne de montage, qu'il inaugure en 1913. Ce jour-là, le chronomètre fait son entrée dans l'usine. Attention, c'est parti. Le principe est simple. Les ouvriers ne se déplacent plus autour de la voiture. C'est elle qui défile devant eux. Résultat, hier il fallait 12 heures pour fabriquer une Ford. Aujourd'hui, 1 heure et demie. Et le prix de la Model T, qui était de $850 au début, descendra jusqu'à $260, presque 3 fois moins. Do you know how the idea of the assembly line, how it came to him? Well, I don't really know for sure, but I have heard stories, and I think that, as I recall, I think he told me that he got the idea from visiting a watch plant in Massachusetts, Waltham Watch Company in Waltham, Massachusetts. And I don't really know what he saw, but whatever he saw kind of triggered the idea of trying to develop this movement of goods down a particular line, and the addition of features of one kind or another, or parts. Grâce à Ford, Détroit devient la capitale mondiale de l'automobile. Dans son usine gigantesque sur le bord de la rivière Rouge, des bateaux qui appartiennent à Ford débarquent du minerai de fer à un bout de la chaîne. À l'autre bout, il sort des automobiles. Il fait tout lui-même, son acier, ses carrosseries, ses pièces détachées. Pour que l'usine travaille 24 heures sur 24, Henry Ford inaugure le système des 3/8, et avec lui, les cadences infernales. Mais en même temps, il fait scandale en 1914 en doublant du jour au lendemain le salaire de ses ouvriers, $5 par jour. Il a son idée, il veut en faire des clients. Il est le prophète de la consommation. Grâce à la chaîne, la production grimpe en flèche. 1913, 200 000 voitures par an. 1915, 500 000.
1916, 750 000. Une Model T toutes les 2 minutes. Dès 1913, les Américains produisent déjà 80% des voitures fabriquées dans le monde. Et une voiture américaine sur 2 est une Ford. Henry Ford soumet son Model T à des essais impitoyables. Les Américains l'ont baptisée Tin Lizzie, Lizzie la ferraille. Mais ils savent bien qu'elle est increvable et qu'elle passe partout. Née en Europe, l'automobile est devenue le symbole de l'Amérique. Elle a conquis les villes, mais aussi les campagnes. Henry Ford a déclaré « Chaque homme devrait gagner assez pour avoir une maison, un coin de terre et une automobile. » Toutes les familles américaines adoptent joyeusement et amoureusement la petite Lizzie. L'automobile devient un nouveau genre de vie, une nouvelle philosophie, une mystique même. Ce nouveau lien avec le monde, prédit Ford, va faciliter les rapports entre voisins, améliorer les relations humaines. Il va supprimer les grèves et la guerre. Il devenait lyrique, le citoyen Ford. Si l'Amérique a déjà des millions de voitures, elle n'a toujours pas de route. Voyons. Jefferson City, c'est à droite ou à gauche? Je te dis que c'est à gauche. Attends, on va demander à ce paysan. Quoi? Minute, j'arrête le moteur. Jefferson City, très facile. Tout droit, puis à gauche, à droite et encore à gauche. Qu'est-ce qu'il dit? Attention, quand vous arrivez au rond-point, c'est à gauche et après seulement à droite. Ne vous trompez pas, hein? Première à droite et deuxième à gauche. En 1900, l'Amérique n'a pas 400 kilomètres de routes goudronnées. Mais en 1913, elle se met à construire ses premières highways. En Europe, la route qui date des Romains a précédé l'automobile. En Amérique, la route a été faite après l'automobile et pour elle. Une route lisse, large, bien droite, et jalonnée des premières pompes à essence. Le boom fabuleux de l'automobile en provoque un autre, celui du pétrole. Celui-ci a d'abord servi pour l'éclairage. Quand l'ampoule électrique a été inventée par Edison,
les pétroliers se sont crus ruinés. L'automobile va en faire des milliardaires. Le plus célèbre d'entre eux, le voilà, John D. Rockefeller, devenu l'homme le plus riche du monde. Ce vieillard qui joue les grands-pères est un homme d'affaires sans pitié. Il a brisé tous ses concurrents pour créer le premier et le plus grand trust américain, la Standard Oil, dont les initiales SO vont devenir le symbole du capitalisme triomphant et du gigantisme de l'Amérique. Ford avait prédit que l'automobile supprimerait la guerre. Il n'avait pas prévu qu'elle allait tuer. Elle va même tuer plus d'Américains que toutes les guerres réunies, malgré toutes les mesures draconiennes. 500 $ d'amende et 3 mois de prison, ça fait quand même réfléchir. Et malgré des campagnes spectaculaires en faveur de la sécurité. Les Américains deviendront des conducteurs plus disciplinés que les Européens, mais pas forcément plus adroits. Et ils donneront du fil à retordre aux motards qui veillent sur leur Harley Davidson. Mais il n'y a pas que la Model T. Les États-Unis ont aussi des voitures de sport et de luxe, comme cette Stutz Bearcat, le jouet préféré des playboys de New York. Quelle griserie de filer à 120 à l'heure, dans une voiture fabriquée à 1000 exemplaires par an seulement, alors que les Model T plafonnent à 65. Sa concurrente, la Mercer Raceabout, rivalise de snobisme avec son pare-brise monocle et son moteur de 5 litres à soupape en T. La haine entre les Montaigu et les Capulet n'est rien comparée à celle qui divise les Stutzistes et les merceristes. On se bat à coups de slogans. Les merceristes sont des fumistes, les Stutzistes sont des artistes. Pour les courses, les Américains n'ayant guère de route construisent à Indianapolis une piste spéciale en briques, sur le modèle des vélodromes ou des champs de course. 4 virages, 4 lignes droites. Ici, c'est le royaume de la vitesse pure. On fonce à tombeau ouvert, sans s'occuper du reste. Mais les Européens sont toujours les plus forts en technique et ils viennent battre les Américains chez eux. En 1913, la nouvelle Peugeot, à double arbre à cames en tête, gagne devant une Mercer et une Stutz. En 1914, nouveau triomphe français. Delage et Peugeot prennent les 4 premières places. Premier, René Thomas sur Delage. Ce petit pavillon à la Garenne porte un nom inattendu dans cette banlieue parisienne. Ici habite René Thomas, qui aujourd'hui a 94 ans. On ne connaissait pas la piste d'Indianapolis, nous autres. C'est quand nous sommes arrivés, nous avons appris à tourner sur la piste d'Indianapolis.
qui est une piste de 4 km en ciment, qui avait encore des briques qui bougeaient,